Une caisse de thé arrive scellée mais complètement vide, et la dernière personne qui l'a vue a disparu. Bienvenue chez Conte Policier, je suis votre hôte Benjamin. Partagez dans les commentaires, d'où écoutez-vous ce soir? Vous entendre rend toujours ces mystères plus spéciaux. Plongeons-nous dans le sujet. Les commençait à peine à virer au vert avec les premières teintes estivales, et le village de Farncombe Magna vibrait de l'effervescence raffinée de la garden party du presbytère, une tradition annuelle faite de limonade légère, de scones tièdes et de conversations sérieuses sous des banderoles flottant paresseusement dans la douce brise de juin. C'était le genre d'événement que Miss Jane Marple ne manquait jamais, non pas pour les sandwichs, certes, ni pour la tombola des produits locaux, même si elle avait un jour apporté un excellent pot de chutney de moelle, mais pour le pur plaisir anthropologique que cela représentait. Ces rassemblements, disait-elle souvent avec un léger sourire, étaient une véritable fenêtre sur la nature humaine. Et de fait, pour peu qu'on soit disposé à y prêter attention, on pouvait observer beaucoup de choses dans la façon dont une dame offrait du thé à une autre, ou dans la réaction d'un gentleman interrogé sur la santé de sa femme. Le révérend Pottle, un homme rond et transpirant, au sourire incessant et à la manie d'oublier les noms, s'activait en soutane, tentant de présider les festivités tout en veillant à ne pas renverser de confiture sur son gilet. Madame Pottle, sa femme compétente, avait soigneusement disposé des chaises pliantes en demi-cercle et avait même persuadé mademoiselle Laetitia Summerfield, habituellement recluse, de sortir de sa chaumière recouverte de lierre. On ne l'avait pas revue depuis la scandaleuse affaire avec l'avocat apiculteur du printemps dernier et elle était arrivée vêtue d'une robe mauve, l'air d'une défiance discrète. Mademoiselle Marple était assise sous un cytise en fleurs, sirotant son thé beaucoup trop fort et pas assez chaud, et écoutait Madame Broom, de la Poste, raconter une histoire de télégrammes égarés avec la solennité d'un couronnement. Le village était à son comble, décoré et festif, et Mademoiselle Marple, vêtue de son habituel gris tourterelle, dégageait une vague attention tandis que son esprit s'agitait tranquillement derrière ses yeux bleus perçants. C'est pendant la tombola, juste après que le numéro du jeune Peter Bleat lui eut valu une boîte de biscuits aux graines, que l'agitation commença. Un cri strident, léger et effarouché, parti du fond du presbytère où un assortiment de boîtes de dons et d'articles de brocante avait été entreposé pour être triés. En quelques instants, les têtes se tournèrent, les tasses s'entrechoquèrent sur les soucoupes et les chaises raclèrent l'herbe, tandis que les gens se rassemblaient pour entendre le cri. « Dites donc, quelqu'un est-il blessé ?» murmura le colonel Weatherby, déjà à mi-chemin de la scène, avec l'urgence maladroite d'un retraité impatient d'agir. Miss Marple ne se pressa pas. Elle posa simplement sa tasse de thé, ajusta ses gants et suivit le mouvement de la foule comme une feuille flottant sur un ruisseau, inaperçue et pourtant toujours là où elle voulait être. C'était Molly Cartwright, la fille de l'épicier du coin, qui avait crié. Ses mains étaient toujours sur sa bouche, son visage pâle sous ses taches de rousseur, et elle se tenait tremblante devant un vieux coffre à thé en bois prévu pour la vente aux enchères caritatives. Le coffre en lui-même n'avait rien d'inhabituel, des bords éraflés, des charnières en fer et une légère odeur de bergamote et de cèdre à l'ouverture. Mais ce qu'il contenait fit à nouveau sursauter Molly et la fit reculer tandis que Miss Marple se penchait doucement en avant. C'était une paire de gants blancs, élégants et presque neufs, soigneusement pliés et visiblement maculés d'une tache brun-rouille terne. Du sang. Et sous les gants, glissé sous une feuille de papier de soie jaunie, se trouvait un long foulard de soie noué étroitement autour de ce qui ne pouvait être qu'une dent humaine. Madame Pottle s'évanouit. Le vicaire laissa tomber son bloc-notes. La garden party, semblait-il, était terminée. « Qu'est-ce que cela signifie » hurla le colonel, exigeant des réponses des villageois rassemblés comme s'ils étaient arrivés avec le désir de tuer dans le ventre. Le sergent Tomlinson, le jeune agent de Downleg, fut convoqué. Sérieux, et toujours un peu en retrait des esprits plus âgés du village, il commença à recueillir les témoignages, les mains tremblantes et un carnet encore plus tremblant. Mademoiselle Marple, debout à quelques pas du coffre à thé,
ne proposa pas la parole. Elle se contenta d'observer. Il y avait la façon dont Molly serrait sa jupe et jetait des coups d'œil à Madame Brampton, la couturière. Il y avait le silence étrange de M. Edwin Fell, l'instituteur du coin, qui avait l'habitude de flâner près du presbytère sous prétexte de collectionner des feuilles de cantique. Et il y avait Madame Dalrymple, veuve, plutôt imposante, qui avait pris une étrange teinte verte et semblait bien trop intéressée par le contenu du coffre. Les questions commençaient, comme toujours, par qui avait bien pu y placer les gants, et quand. Le coffre avait été vu pour la dernière fois scellé dans la cave du presbytère une semaine auparavant, sorti le matin même pour la fête champêtre. Personne n'avoua l'avoir ouvert. Personne, bien sûr, n'avait la moindre idée de la façon dont un contenu aussi macabre avait pu se retrouver à l'intérieur. Sauf peut-être Miss Marple, debout, les mains jointes et le regard baissé, percevant déjà les faibles contours d'un courant plus profond sous le scandale. « Un gant !» murmura-t-elle doucement, presque comme si elle s'adressait au parterre de fleurs. Quelle chose étrange à laisser derrière soi. À moins, bien sûr, qu'il soit destiné à être trouvé. Personne ne l'entendit. Mais cela ne la dérangeait pas. Il y aurait tout le temps. Après tout, le coffre n'était plus vide, et le village de Farncombe Magna ne serait plus jamais tout à fait le même. La découverte de la garden party se répercuta sur Farncombe Magna comme un vent frais sous une robe d'été, invisible mais impossible à ignorer. Au matin, chaque tasse de thé du village semblait trembler de spéculation. L'étrange trouvaille dans le vieux coffre à thé du vicaire avait légèrement perturbé le rythme habituel de la vie villageoise. À l'épicerie de High Street, les clients parlaient à voix basse, ponctués de regards exagérés et de coups d'œil rapides vers l'arrière-boutique, où la jeune Molly Cartwright avait pris l'habitude de se cacher pendant ses heures de travail. La jeune fille n'était pas retournée à son poste depuis l'incident, prétextant des nausées persistantes et un terrible battement de poitrine. Madame Moffat, qui tenait la mercerie, raconta à tous ceux qui étaient à portée de voix qu'elle avait toujours ressenti quelque chose d'étrange au sous-sol du presbytère. Monsieur Trigg, le boucher, jura avoir vu quelqu'un se faufiler par la porte latérale tard la veille de la fête, tout en admettant avoir peut-être pris une ombre pour une personne. À midi, le mot « meurtre » avait été murmuré suffisamment de fois pour perdre son choc initial, remplacé par cette sorte de terreur fascinée que seul un village peut entretenir, mi-consterné, mi-ravi. Au cœur de la tempête se trouvait le presbytère, désormais signalé par un agent de police en uniforme se tenant à la grille, tel un épouvantail poli. Le coffre à thé avait été retiré pour examen, les gants et la dent soigneusement enveloppés par l'inspecteur Raymond Finch, arrivé le matin même de la police du comté. L'inspecteur Finch était un homme méthodique, aux tempes grisonnantes et à la tendance à se tapoter le menton du bout de son stylo-plume en réfléchissant. Il avait servi à Londres et avait l'air de quelqu'un qui trouvait la vie de village à la fois pittoresque et légèrement irritante. Dès la première heure, il avait déclaré que le coffre à thé était une scène de crime possible, les gants indéniablement tachés de sang humain, et la dent incontestablement réelle. L'écharpe s'était avérée plus difficile à interpréter. Une mode féminine, assurément, avait dit Finch. Cher, en soi, probablement étranger. Mais cela ne nous apprend pas grand-chose pour l'instant. Miss Marple, bien sûr, avait déjà remarqué 3 choses intéressantes sur l'écharpe que Finch ignorait. Le nœud français particulier, rarement utilisé, sauf par les femmes d'un certain âge et d'une certaine éducation. La légère trace d'eau de lavande accrochée au tissu, plus courante dans les armoires que portée à l'extérieur, et l'unique mèche de cheveux auburn coincée dans la torsade, trop courte pour provenir d'une perruque, trop vive pour provenir d'une des dames âgées présentes à la soirée. Mais elle ne dit rien de tout cela. Pas encore. Cet après-midi-là, Miss Marple rendit visite à la filleule de sa nièce, Flora Brampton, qui habitait au-dessus de l'atelier de couture tenu par sa mère. Flora, le teint frais et fraîchement rentrée de l'école de secrétariat, époussetait des tambours à broder devant la vitrine lorsque Miss Marple entra. « Ah, tante Jane » dit Flora avec un sourire éclatant mais distrait.
Je me demandais si tu pouvais venir aujourd'hui. Tout le monde parle, bien sûr. Maman est complètement essoufflée par les théories. Miss Marple retira lentement ses gants et s'assit près de la petite table près de la fenêtre. En effet, dit-elle avec un amusement doux, même si j'ai souvent constaté que les théories les plus essoufflées sont rarement les plus utiles. Mais on ne sait jamais. Et toi, ma chère, comment le supportes-tu? Flora hésita. Sa voix baissa légèrement. C'est vraiment horrible, vraiment. Molly est dans un tel état, et Edwin Fell a annulé son cours hebdomadaire sans raison. Non pas que ça me dérange terriblement, mais ça ne lui ressemble pas. Et oh, saviez-vous que Madame Dalrymple s'est évanouie à la coopérative hier quand quelqu'un a prononcé le mot gant? Miss Marple émit un fredonnement pensif. Intéressant. Les réactions sous tension peuvent être très révélatrices. Tu ne trouves pas? Flora hocha la tête, puis se pencha en avant avec un murmure conspirateur. Certains disent que c'est lié à la disparition de l'année dernière à Little Upton, la bonne qui a disparu après avoir accusé le dentiste de vol. Croyez-vous? Je suppose, dit gentiment Miss Marple, qu'il faut se méfier des intrigues qui n'existent peut-être pas. Il est terriblement facile de déformer une théorie parfaitement valable si l'on y prend garde. Flora cligna des yeux. Alors, vous ne pensez pas qu'il s'agisse d'un meurtre? Miss Marple croisa les mains sur ses genoux. Oh, ma chère, je n'ai pas dit ça. De retour au cœur du village, l'inspecteur Finch menait des interrogatoires depuis le bureau du presbytère. Il commença, avec sagesse, par Molly, qui avait dû être persuadée par sa mère de venir et qui semblait pâle et en larmes sous son châle. Elle décrivit la découverte des gants d'une voix tremblante, incapable ou peu disposée à expliquer pourquoi elle était allée ouvrir le coffre. Ça avait l'air bizarre, dit-elle enfin. Ce n'était pas tout à fait comme dans mes souvenirs. Je pensais qu'on l'avait peut-être trafiqué. Et l'avait-il? Demanda Finch sèchement. Molly parut perplexe. Je crois que oui. Le couvercle était de travers. J'ai remarqué qu'il n'était pas bien en place. Lorsqu'on lui demanda si elle avait touché le contenu avant de crier, elle secoua la tête avec véhémence. Finch s'adressa au vicaire, mortifié et désolé, mais qui n'avait rien à dire, si ce n'est son indignation qu'une telle chose ait pu se produire sous son toit. Madame Pottle et moi étions assez choqués. Vraiment. Nous n'utilisons ce coffre que pour le stockage saisonnier et les dons de charité, certainement rien de sinistre. Madame Dalrymple se révéla plus difficile à cerner. Elle arriva en soie et gants, lourdement parfumée, l'air d'une dignité blessée. Si vous voulez savoir, dit-elle à Finch, je ne m'approche jamais des contributions en vrac, pleines de mythes et de poussière. Je n'ai pas touché une caisse de thé depuis des années. Pourtant, Miss Marple, qui passait devant la fenêtre du presbytère à cet instant précis, perçut un léger tremblement dans la main gauche de la veuve. De la nervosité, peut-être. Autre chose. Plus tard dans la soirée, Miss Marple rentra chez elle par le cimetière, où le soleil projetait de longues ombres sur le chemin de gravier. Elle s'arrêta près de Leaf et observa au loin deux silhouettes, Edwin Fell et Peter Bleat, en pleine conversation à voix basse. Lorsqu'ils la remarquèrent, le garçon rougit et se détourna. « Les garçons sont tellement mauvais pour se cacher, » murmura-t-elle, poursuivant. De retour chez elle, elle alluma sa lampe et se mit à broder, bien que le fil avançât plus lentement que d'habitude dans le tissu. Son esprit n'était pas concentré sur le patron. Il était concentré sur les gants. Une paire de gants dans un coffre que personne n'avait ouvert. Une écharpe qui reflétait l'élégance féminine. Et une dent, cruellement symbolique, trop personnelle pour être fortuite. Ce qui comptait, ce n'était pas seulement ce qui avait été placé dans ce coffre. C'était aussi qui s'attendait à le trouver. Miss Marple soupira, un seul instant, en nouant son fil. La nature humaine, pensa-t-elle, était infiniment plus complexe que son fil à broder. Le lendemain matin, Farncombe Mania était en effervescence. Les conversations bourdonnaient par-dessus les clôtures des jardins, dans les files d'attente des bureaux de poste et sous les auvents de chaque boutique,
de la boulangerie à la quincaillerie. On aurait dit que le meurtre avait eu lieu en plein jour, sur la pelouse, tant les villageois étaient sûrs de leur propre interprétation des faits. Miss Marple, cependant, avait appris depuis longtemps que la vérité, en de tels endroits, arrivait rarement en fanfare. Elle survenait discrètement, dissimulée dans les faux pas, les remarques à moitié formulées et les petits silences que les gens glissaient dans leurs phrases lorsqu'ils pensaient que personne ne les remarquerait. Pendant ce temps, l'inspecteur Finch s'était installé dans le salon du presbytère avec ses dossiers et ses classeurs, élaborant ce qu'il appelait une solide théorie des opportunités. Son idée était simple, le genre de salut soigné souvent préféré par les citadins fraîchement arrivés à la campagne. Dans ses notes, Molly Cartwright était désignée comme la découvreuse, mais pas la coupable, trop jeune, trop effrayée. Le vicaire et sa femme étaient qualifiés des inoffensifs, quoique maladroits. Madame Dalrymple avait attiré son attention, notamment parce qu'elle semblait presque offensée que l'enquête ose interrompre son groupe de bridge du jeudi. Mais c'était Laetitia Summerfield qui avait le plus piqué la curiosité de Finch. La vieille fille solitaire avait été décrite par pas moins de 4 villageois comme étrange, un brin amer. Et le genre de personne qui en sait trop sur des choses qu'on préférerait qu'elle ignore. Elle avait vécu seule pendant plus de 30 ans, ne s'était jamais mariée et avait enseigné le français dans une école privée pour filles avant de prendre une retraite anticipée et tranquille. D'après les archives de Finch, elle était également une épistolière passionnée et avait déposé une plainte officielle concernant le bruit provenant du clocher de l'église 6 mois plus tôt seulement. Ressentiment caché, friction sociale latente, murmura Finch à voix haute dans le bureau du presbytère. Les mobiles peuvent naître de rien, par ici. Miss Marple aurait acquiescé, mais sans la certitude de l'inspecteur. Du ressentiment, oui, pensa-t-elle, mais pas de la mesquinerie. Un crime comme celui-ci, si délibérément dissimulé, pour être révélé de façon aussi théâtrale, révélait quelque chose de plus personnel, plus profond, peut-être humiliant. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple se rendit avec intention chez Madame Agnès Brampton, la couturière. Madame Brampton vivait à Farncombe Magna depuis avant la guerre et était connue pour sa langue acérée et sa mémoire impeccable. Sa petite maison, accolée à la boulangerie de Honeysuckle Lane, sentait vaguement l'amidon, le cirage à la lavande et les scones cuits à côté. « Mademoiselle Marple, dit Agnès en ouvrant la porte avec un sursaut. « Eh bien, je suppose que vous êtes ici pour parler de la fête. »« Pas de la fête, précisément, » répondit Mademoiselle Marple avec un sourire désarmant. « Je me demande encore ce qui est arrivé à ces horribles sandwichs au thon. Mais non, j'espérais que nous pourrions parler de quelque chose de délicat. » Agnès soupira en la faisant entrer. « Tout est délicat cette semaine. Asseyez-vous. Je viens de finir d'ourler le manteau de soirée de Madame Dalrymple. Je ne m'ai pas donné plus de 48 heures, remarquez, et je m'attends toujours à des miracles. » Les deux femmes étaient assises, une tasse de thé entre elles, la conversation divagant comme le permettent souvent les Anglaises aguerries, des ragots et des couleurs locales se mêlant délicatement à des observations plus significatives. Finalement, la voix de Mademoiselle Marple devint pensive. « Avez-vous déjà cousu pour Laetitia Summerfield ?» Agnès haussa un sourcil. « Mademoiselle Summerfield? Oh, mon Dieu, oui. C'était une de mes meilleures clientes. Elle payait toujours en liquide. Elle adorait les cols tailleurs et n'aimait pas les boutons de manchette. Mais je n'ai rien fait pour elle depuis une éternité. Pas depuis qu'elle est tombée malade. » Elle était malade? Oh, rien de dramatique. Elle sortait juste moins souvent, arrêtait ses courses hebdomadaires. Certains disaient qu'elle avait eu une frayeur, cœur ou nerf, personne n'en était sûr. Mais elle n'est plus la même depuis cette histoire avec le policier. Mademoiselle Marple pencha la tête. Un policier? Agnès hocha la tête à voix basse, même si personne d'autre ne pouvait l'entendre. Il y a quelques années, un jeune homme en poste à Caddington. Il rendait souvent visite à Mademoiselle Summerfield. Il disait que c'était un neveu éloigné, mais les dates ne correspondaient jamais vraiment, à mon avis. Puis un jour, il a tout simplement cessé de venir. Elle n'en parlait plus,
et personne n'insistait. Mais elle s'est mise à porter sa broche, un petit lys argenté, toujours sur son cœur, comme si elle se rappelait quelque chose. Mademoiselle Marple sirotait son thé, une lueur familière de perspicacité dansant au bord de ses pensées. Chagrin? Culpabilité? Ou affection compliquée jamais avouée publiquement. En rentrant chez elle plus tard, Mademoiselle Marple s'arrêta au coin de Rennes Hill, où elle remarqua l'agent Tomlinson qui parlait avec animation à l'inspecteur Finch. Elle pouvait à peine distinguer les phrases. D'après l'inventaire du vicaire, le coffre n'avait pas été touché depuis le mois dernier. Oh, le mois dernier, répéta Finch. Alors, celui qui a déposé le contenu l'a fait avant qu'il ne soit scellé et rangé. Cela réduit la marge de manœuvre. Miss Marple, toujours aussi modeste, feignit d'admirer le rosier juste à côté d'eux, tout en mémorisant chaque mot. Ce soir-là, chez elle, elle déposa ses notes près de son métier à broder. La liste des noms s'allongeait. Laetitia Summerfield, solitaire, vive, et qui cachait peut-être un chagrin d'amour. Agnès Brampton, détentrice d'histoires trop longues pour sa petite maison. Madame Dalrymple, hautaine et évasive, bien trop investie dans son prestige. Et Edwin Fell, le maître d'école qui, bien que non encore examiné par Finch, avait manifesté une nervosité autour du coffre que Miss Marple trouvait totalement anormal. Et puis il y avait la dent, si symbolique, si intime. Miss Marple fixa le feu et se souvint de ses débuts de bénévole à l'orphelinat Sainte-Catherine de Bath. L'une des filles, une petite créature timide aux boucles sauvages, refusait de parler depuis des semaines. Jusqu'à la nuit où on la trouva, serrant un mouchoir à la main, à l'intérieur, une dent de lait. La sienne. Quand on perd quelque chose, avait murmuré la jeune fille, on porte ce qui reste. Miss Marple ferma son carnet. Certains crimes ne naissent ni de la cupidité ni de la vengeance, pensa-t-elle. D'autres naissent de la honte, du souvenir, du besoin d'être vu, ne serait-ce qu'une fois, à la fin. Dehors, la cloche de l'église sonna à l'heure, résonnant dans les ruelles tranquilles. Miss Marple éteignit sa lampe, bien qu'elle ne dormît pas encore. Quelque part dans le village, quelqu'un d'autre resterait éveillé cette nuit-là, se demandant s'il avait fait assez pour garder ses secrets enfouis. Et Miss Marple, comme toujours, guettait le silence sous le bruit. Les jours qui suivirent s'écoulèrent au rythme lent et posé que seul un village anglais en été peut adopter, un rythme teinté maintenant de quelque chose de fragile. Le rythme du soupçon. Au cœur de ce nouveau rythme se trouvait le fait étrange que personne, pas même l'inspecteur Finch, n'avait encore établi de lien clair entre les objets du coffre à thé et une personne du coin, une personne disparue ou un rapport antérieur. Les gants tachés de sang, l'écharpe nouée, l'unique dent humaine, certes assez horrible, mais qui n'étaient encore que des pièces de puzzle sans image. Et pourtant, quelque chose avait changé à Farncombe Mania. On marchait un peu plus vite devant le presbytère. On n'en voyait plus les enfants faire leurs courses seuls. Les conversations devenaient prudentes au passage d'Edwin Fell, le maître d'école. Edwin était un homme discret d'une cinquantaine d'années, mince et pâle, aux cheveux humides qui ne s'aplatissaient jamais complètement et à la voix douce et anxieuse. Il vivait dans le village depuis près de 10 ans, s'y étant installé après la mort de sa mère dans le Devonshire. La plupart du temps, il enseignait la littérature et les écritures aux enfants de l'école Saint-Suitin et restait seul dans un modeste appartement au-dessus de l'ancien péage. Miss Marple, qu'il avait observé plus d'une fois lors de ses promenades matinales, s'arrêtant toujours un peu trop longtemps au monument aux morts, ou s'attardant près de la boulangerie sans jamais acheter de sucreries, avait ses propres impressions sur M. Fell. Il avait l'air d'un homme qui souhaite constamment passer inaperçu, mais qui est incapable de s'effacer complètement. Le mardi matin, elle décida de lui rendre visite. La porte du péage fut ouverte par Edwin lui-même. Il parut surpris de la voir, puis penaud, comme surpris en flagrant délit. « Miss Marple, dit-il en clignant des yeux à la lumière du soleil. Comme c'est inattendu. Entrez, je vous prie. Mais je ne peux vous offrir que du thé léger, j'en ai bien peur.
Le thé léger ne me dérange pas, dit Miss Marple avec un sourire en entrant. Mais je l'avoue, c'est pour discuter que je suis venu, pas pour me rafraîchir. Le salon était propre mais dépouillé, rempli d'étagères s'affaissant légèrement sous leur poids. Une photo d'Edwin jeune avec sa mère trônait sur la cheminée, seule touche personnelle dans un espace par ailleurs strictement fonctionnel. Elle prit la place offerte et regarda autour d'elle. Vous vivez plutôt modestement, Monsieur Fell, même si j'imagine que l'enseignement ne laisse pas beaucoup de place au luxe. Il eut un rire creux. Enseigner à Farncombe, certainement pas. Mais je me débrouille. Je lis, surtout. Un bon moyen de passer le temps, acquiesça-t-elle. Et vous étiez à la garden party, n'est-ce pas? Il se figea légèrement avant d'acquiescer. Oui, j'y étais. La plupart des membres du personnel y étaient. C'est normal. Bien sûr. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit une paire de lunettes dont elle n'avait pas besoin, les polissant nonchalamment. Quel choc, ce qu'on a trouvé dans le coffre à thé. Vous étiez debout tout près quand le vacarme a commencé, si je me souviens bien. Edwin déglutit. Oui. J'ai entendu mademoiselle Cartwright crier. Je n'ai pas compris ce qui s'était passé. Très peu d'entre nous l'ont compris, dit doucement mademoiselle Marple. Mais vous aviez l'air particulièrement secoué. Il fronça les sourcils. Eh bien, qui ne le serait pas? Ce n'est pas tous les jours qu'on voit des gants tachés de sang et une dent, termina-t-elle. C'est étrange, n'est-ce pas? Tellman Tracy. J'ai toujours cru que les dents portaient des histoires. Et les gants aussi. Les choses qu'elles touchent, les endroits où elles sont passées. L'expression d'Edwin devint indéchiffrable, ses mains posées rigidement sur ses genoux. Mademoiselle Marple, dit-il prudemment, suis-je interrogé? Mon Dieu non, dit-elle avec un petit rire. Je laisse les interrogatoires appropriés à ceux qui portent des bottes cirées et des carnets officiels. J. me contented The Observer. Et je me souviens, il y a quelques mois, que vous rendiez souvent visite à mademoiselle Summerfield. Il se tendit de nouveau. Elle a été gentille avec moi, dit-il rapidement. Quand j'ai emménagé ici, on lisait toutes les deux le français. Elle me prêtait des livres. C'est tout. Miss Marple hocha la tête. Bien sûr. Je pose la question uniquement parce qu'elle est devenue assez recluse ces derniers temps. Et vous, eh bien, vous êtes devenu plus renfermé aussi. Difficile de ne pas remarquer des schémas récurrents. Il ne répondit pas. Miss Marple se leva et lui offrit un doux sourire. Merci pour le thé, Monsieur Fell. Prenez soin de vous. En partant, elle ne rentra pas à pied. Elle fit un détour par la poste, où Madame Broom triait des colis et marmonnait à voix basse à propos de rhubarbe mal emballée. Mademoiselle Marple, dit-elle joyeusement. Belle journée, si vous aimez ce genre de choses. Puis-je vous aider? Je me demande, dit Miss Marple, si vous vous souvenez d'avoir envoyé des lettres de Monsieur Fell à Caddington ou au-delà ces derniers mois. En recommandé, peut-être, ou marquées urgentes. Madame Broom parut ravie qu'on lui ait posé la question. Puisque vous le dites, il est bienvenu un après-midi, l'air très nerveux, et a demandé une enveloppe de lettres recommandées. Il a dit que c'était du courrier personnel. Il a payé un supplément pour le suivi. Mais voilà, elle n'a jamais été récupérée. Curieux, murmura Lee Marple. Vous souvenez-vous du nom sur l'enveloppe? Je ne devrais pas le dire, dit Madame Broom en se penchant en avant. Mais je m'en souviens parce que c'était tellement inhabituel. Elle était adressée à une certaine Madame Céleste Ardan. Ce nom ne disait rien à Madame Broom, mais il avait une signification pour Mademoiselle Marple. Ce soir-là, de retour à Hillside Cottage, elle sortit de son tiroir un vieux carnet dans lequel elle avait noté des bribes d'articles de journaux et des rapports non résolus au fil des ans. Sous « non résolus » 1932 à 1948, elle trouva, disparu, Céleste Ardan, gouvernante française, ancienne employée dans le Devon, disparue sans laisser de traces. Employeur inculpé et blanchi de faute professionnelle. Vu pour la dernière fois montant dans un train près d'Exeter. Disparu en route. Une gouvernante. Un foulard en soie, noué à la française. Une dent. Miss Marple restait assise, immobile.
Ce n'était pas l'œuvre d'un criminel quelconque, ni d'un jeune homme perturbé. C'était une performance, un message caché à la vue de tous, destiné à quelqu'un encore vivant, ou peut-être à quelqu'un qui ne pouvait plus parler du tout. Et Edwin Fell, silencieux, anxieux, se cachant derrière la littérature, en savait peut-être plus qu'il n'osait l'admettre. Mais Miss Marple était certaine d'une chose, certains secrets ne restent pas enfouis. Ils sont rangés comme des gants, rangés dans des caisses à thé, portés en silence, jusqu'au jour où quelqu'un ose soulever le couvercle. Le lendemain matin, la pluie tomba sur Farncombe Magna en gouttes douces et persistantes, s'accrochant aux fenêtres et trompant les rosiers du cimetière. La place du village était vide, à l'exception d'un chat errant abrité sous le banc, et même les commérages à la boulangerie s'étaient tus, alourdis par le ciel maussade et l'ombre grandissante du mystère toujours non résolu. Miss Marple se tenait à la fenêtre de sa cuisine, remuant lentement son porridge, tout en regardant les gouttes s'accumuler sur le rebord. Elle trouvait la pluie apaisante, douce, constante et utile. La pluie ramenait les gens à l'intérieur, où ils se sentaient plus en sécurité. Et c'est à l'intérieur que se réfugiaient la plupart des secrets. Elle avait déjà écrit un bref mot à l'inspecteur Finch, lui demandant poliment si elle pouvait revoir le contenu du coffre à thé. Même si la demande serait sûrement ignorée, ou au mieux retardée, elle estimait important de semer l'idée. Parfois, une simple question révélait la réticence des autres à répondre. Pendant ce temps, une nouvelle question s'était posée dans l'esprit de Miss Marple, tel un oiseau sur un fil, qui s'attendait à ce que le coffre à thé soit ouvert maintenant. Il n'avait pas été dérangé depuis des semaines. Les gants et l'écharpe avaient dû être placés bien à l'avance. Le moment coïncidant précisément avec la garden party suggérait un calcul. Et puis il y avait le nom, Céleste Ardan. Une gouvernante disparue. Unfoularden Soye. Un titre oublié depuis longtemps dans un journal du Devonshire. Miss Marple savait instinctivement que ce n'était pas une simple coïncidence. Mais avant qu'elle puisse poursuivre la piste d'Edwin Fell et de sa mystérieuse lettre, un autre indice lui parvint de manière tout à fait inattendue. Il lui vint, comme c'est souvent le cas à Farncombe Magna, par le biais d'une rencontre fortuite dans la nef de l'église. Elle s'était rendue à Saint-Marc cet après-midi-là, non pas pour une méditation spirituelle, bien que toujours bienvenue, mais pour récupérer les pièces de broderie laissées par la guilde des femmes. La nef était silencieuse, résonnant faiblement du tic-tac de l'horloge murale cerclée de laiton. Tandis que Miss Marple ramassait les torchons oubliés, la porte latérale s'ouvrit en grinçant et Madame Dalrymple entra. Elle était vêtue, comme toujours, d'élégants vêtements de deuil. Un chapeau prune profond orné d'une gerbe de violettes, ses mains gantées serrant un sac à main bien trop grand pour sa silhouette délicate. Son regard croisa celui de Miss Marple une fraction de seconde seulement avant qu'elle ne se tourne vers l'autel, ses pas résonnant comme des questions. Miss Marple ne fit aucun effort pour parler immédiatement. Au lieu de cela, elle reporta son attention sur un point de croix particulièrement emmêlé, noué à la hâte puis, apparemment, abandonné. Au bout d'un moment, elle parla doucement. « L'écharpe trouvée dans la caisse à thé, dit-elle sans se retourner. Elle avait une odeur très particulière. De l'eau de lavande. Pas celle qu'on trouve dans les pharmacies ordinaires. De l'eau française, je crois. Et pas bon marché. » Madame Dalrymple resta parfaitement immobile. « Je n'en sais rien, dit-elle d'une voix saccadée. « Bien sûr que non, répondit Miss Marple en dénouant délicatement le fil. Pourtant, ça m'a rappelé quelque chose que vous avez porté au déjeuner de Pentecôte. Un foulard de soie similaire et au parfum similaire. Je n'ai jamais possédé un foulard comme celui-là, s'empressa de dire Madame Dalrymple. Ah, dit Miss Marple. Alors ça devait être quelqu'un d'autre. Elle laissa le silence s'installer. Madame Dalrymple s'assit brusquement sur le deuxième banc, retirant ses gants un doigt à la fois. « Vous pensez que j'y suis pour quelque chose ?» dit-elle. « Parce que je me suis évanouie. Parce que je vis seule. Parce que je ne fais pas de pâtisserie pour la fête comme les autres. Je pense, dit Miss Marple, toujours concentrée sur la broderie,
que les gens en disent plus en essayant de s'expliquer qu'en gardant le silence. Les yeux de Madame Dalrymple se plissèrent. « Savez-vous ce que c'est » dit-elle lentement, « de passer des décennies à essayer d'être exactement ce que les gens attendent, sans jamais être à la hauteur, toujours un peu trop fière, trop précise, trop quelque chose. » Miss Marple leva les yeux, la voix calme. « La plupart des femmes le savent, d'une manière ou d'une autre. » Madame Dalrymple hésita, puis se releva. Elle ajusta son chapeau, prit une profonde inspiration et dit simplement « Soyez prudente, Miss Marple. Tout le monde n'a pas envie qu'on déterre ça. » Puis elle disparut, son parfum flottant légèrement dans l'air immobile, lavande, indéniablement français. Miss Marple plia soigneusement l'ouvrage, le glissa dans son panier et quitta l'église un instant plus tard. La conversation n'avait abouti à aucune confession, bien sûr, mais elle n'en avait pas cherché. Ce qui comptait, c'était le tremblement dans la voix. La façon dont Madame Dalrymple avait répondu, non pas par un déni, mais par quelque chose de bien plus proche de l'avertissement. Les secrets, pensa Miss Marple, sont comme des poisons. Leur danger dépend non seulement de leur nature, mais de la durée de scellé. Ce soir-là, un coup est venu à sa porte juste après le crépuscule. Elle l'ouvrit pour trouver Flora Brampton, serrant un châle autour de ses épaules et l'air plus pâle que d'habitude. « Tante Jane, » dit-elle en intervenant rapidement, « je devais dire à quelqu'un. J'ai trouvé quelque chose dans la boutique de la mère. » Mademoiselle Marple l'a inaugurée à l'intérieur, a versé du thé et a attendu que Flora tâtonnait dans son sac à main. Enfin, elle a produit une petite enveloppe jaunie, scellée avec de la cire fragile. C'était dans une boîte d'anciens reçus sous le notation, a-t-elle déclaré. Je cherchais du fil et je l'ai presque manqué. Il a votre nom dessus. Mademoiselle Marple a pris l'enveloppe et l'a tenue à la lumière. La cire ne portait aucun sceau. L'écriture était soignée, à l'ancienne et entièrement inconnue. Elle a ouvert. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, pliée soigneusement. Il n'y a été écrit que 2 phrases. « Je sais ce qui est arrivé à Céleste Ardan. Je sais qui l'a enterré. » Regardez à l'intérieur de l'ancien dictionnaire français. Pas de signature. Aucune date. Juste un avertissement silencieux. Mademoiselle Marple Rose a immédiatement marché jusqu'à sa bibliothèque et a baissé un volume épais qu'elle avait acheté lors d'une vente aux enchères d'église il y a 5 ans, illustré de là depuis. Édition de 1930, la colonne vertébrale légèrement fissurée, page bien réprimante. À l'intérieur, nichée entre les entrées pour dents et dépendre, se trouvait une photographie. C'était un portrait de studio, clairement pris des décennies plus tôt. Une jeune femme, pas plus de 25 ans, a regardé avec des yeux doux et intelligents. Ses traits étaient raffinés, son sourire calme mais authentique. Dans un coin, à l'encre fanée, étaient les mots « A.E. » avec ma loyauté toujours. Céleste, Mademoiselle Marple a regardé la photo, puis de retour à l'enveloppe. Quelqu'un à Farncombe Mania a porté cela pendant des années. Cash craignait ça. Et maintenant, pour des raisons encore peu claires, il l'avait transmis. Elle jeta un coup d'œil à l'incendie, puis a soigneusement renvoyé les limites et photographié à leur lieu de repos dans le livre. L'écharpe, le parfum de lavande, les gants, la vente, la gouvernante qui avait disparu, et les vies qui avaient gardé sa mémoire enveloppée comme une relique indésirable. La vérité, pensa Ewelle Marple, se rapprochait. Il marchait maintenant derrière des visages familiers et sous des mots calmes. Mais quand il est arrivé, il ne frapperait pas. Il se laissait entrer. Le matin après la découverte de Flora Brampton, une lumière pâle et peu convaincante. La pluie était passée, mais un voile de brume s'accrochait toujours haut et à incliner à travers les pelouses du presbytère comme une réflexion après coup. Farncombe Mania remua lentement en dessous, comme si le village lui-même était devenu prudent, se méfiant de ce que le lendemain pourrait apporter. À l'intérieur de Hillside Cottage, Mademoiselle Marple s'est assise tranquillement à son bureau, ses doigts reposant sur la photo de Céleste Ardan. Elle avait regardé l'image une demi-douzaine de fois depuis l'aube,
étudiant l'expression de la femme comme si elle pouvait se déplacer sous son regard et lui dire quelque chose de nouveau. Il y avait une douceur dans la bouche, mais ses yeux avaient une intensité tranquille. Intelligent, vigilant, et maintenant, pour toujours réduit au silence. Mais c'est l'inscription qui s'attarda dans l'esprit de Miss Marple. Ah, avec ma loyauté toujours. Elle avait peu dormi après avoir lu ces mots. Au lieu de cela, elle avait retourné les possibilités dans son esprit. Le candidat évident était Edwin Fell. La lettre au bureau de poste, le comportement nerveux, la vie solitaire. Mais quelque chose à ce sujet ne correspondait toujours pas. Edwin était hanté, oui, mais pas possessif. Sa culpabilité se sentait d'occasion, héritée peut-être, plutôt que née des actes répréhensibles directs. Non, le « pourrait être quelqu'un d'autre entièrement. Quelqu'un avec une connexion plus compliquée. Après le petit déjeuner, Mademoiselle Marple a pris son parapluie et est partie, marchant régulièrement vers le presbytère. Le révérend Potter a répondu à la porte avec son sourire apologétique habituel et une paire de gants de jardinage dans une main. « Mademoiselle Marple, a-t-il dit en s'écartant. Vous êtes toujours les bienvenus, bien sûr. J'ai peur que ma femme soit dans la cuisine en lutte avec 15 gélis. Est-ce une visite pastorale ou? En partie pastorale, dit doucement Mademoiselle Marple. Mais surtout historique. J'espérais vous poser des questions sur quelque chose des premières années de votre message ici. Plus précisément, sur le coffre de thé dans votre sous-sol. Le front du vicaire se fronça. Le coffre de thé? Oui, plutôt vieux. Est venu avec la propriété, je crois. Il a été utilisé pour fouiller et vieilles décorations de Noël aussi longtemps que je me souvienne. Est-ce que cela a à voir avec l'incident? C'est, a répondu Mademoiselle Marple. Vous voyez, je me demande, vous rappelez-vous qu'il a fait don pour la première fois? Ou si jamais il contenait des livres, peut-être, a-t-il considéré un instant, en retirant ses gants et en se frottant les mains. Eh bien maintenant, permettez-moi de réfléchir. Il y a eu un temps, il y a dû être il y a 15 ans ou plus, lorsque nous avons eu un grand don de littérature française. Issu d'une école à la retraite dans le Devon, je crois. Les livres sont arrivés dans les caisses, et l'un d'eux, je suis presque certain. C'est pourquoi nous avons gardé ça. Clicknote. Oh mon Dieu. C'est il y a longtemps. Miss Altham? Non, attendez. Ça a commencé avec un C. Mademoiselle Claudel, peut-être? Quelque chose d'étranger. Pas Miss Céleste Ardan? La bouche du vicaire s'ouvrit légèrement. Ma parole. Oui, cela sonne bien. Ardan. Elle était française, n'était-elle pas? A dit qu'elle rentrait chez elle et voulait que les livres se rendent à un bon endroit. Ma femme a organisé le don par le biais d'un collègue. Elle n'est jamais rentrée chez elle, a déclaré Mademoiselle Marple doucement. Le visage du vicaire est devenu solennel. Bon Seigneur, tu ne veux pas dire, je crois que le coffre de thé lui a peut-être appartenu, a déclaré Mademoiselle Marple et que quelqu'un y a placé ces éléments comme un message. Une mémoire préservée, peut-être, ou un avertissement. Le vicaire était fortement assis sur la chaise la plus proche. Mademoiselle Marple, c'est terrible. Faut-il informer la police? Attends, a-t-elle déclaré. Il y a encore une chose. Avez-vous déjà connu Madame Dalrymple pour correspondre à une femme française? Ou parler français? Il avait l'air surpris. Madame Dalrymple, elle a assisté au service ici pendant des années. Son mari, Major Dalrymple, était couramment passé du temps à Paris après la guerre. Elle est toujours devenue seule. Culturée? Oui, mais gardée. Mademoiselle Marple a hoché la tête. Et son prénom? Eleanor, répondit-il. Eleanor. Le E sur la photo. Au moment où Mademoiselle Marple a quitté le presbytère, elle est rentrée à la maison, mais à la bibliothèque nichée derrière la salle du conseil. Il a été à peine utilisé ces jours-ci, une relique de plus de temps littéraire, mais toujours diligemment par Mademoiselle Harriet Cotterill, qui a gardé les étagères saupoudrées et le catalogue de cartes dans un ordre parfait. « Miss Marple, dit Harriet avec un sourire surpris. Quel plaisir!
Vous cherchez à nouveau des journaux de jardinage. Pas aujourd'hui, a déclaré Mademoiselle Marple. J'espère que vous pourriez m'aider à trouver un ancien numéro de l'Exté Weekly Herald, vers 1938 ou 39. Je cherche un article sur une gouvernante nommée Céleste Ardan. Harriet avait l'air intriguée. Ce nom sonne une cloche. Nous avons des copies archivées à l'étage dans le loft de lecture. Permettez-moi de récupérer le classeur. Dans les 20 minutes, l'article se trouvait devant eux. La gouvernante disparaît en route vers Paris, l'employeur s'est effondré de la participation, l'article a donné peu de détails. Mademoiselle Ardan avait pris un train de Devon à Londres, ayant l'intention de traverser la Chaîne. Elle n'est jamais arrivée. La dernière personne à la voir avait été la femme de son employeur, une source anonyme décrite comme raffinée, calme et anglaise. Les autorités n'avaient trouvé aucune trace, et après un mois, l'affaire a été close. Mademoiselle Marple a lu le paragraphe 3 fois. Employeur non confirmé. Aucune autre poursuite. Et une femme qui avait autrefois doué une poitrine de littérature française au presbytère de Farncombe-Magna. Mademoiselle Marple a remercié Harriet et a quitté la bibliothèque avec ses pensées tournant doucement comme des feuilles sur la brise. Elle est rentrée chez elle tard dans l'après-midi, la lumière devenant de l'or sur les fenêtres de Hillside Cottage. Alors qu'elle entrait dans son salon, son œil se dirigea instinctivement à la bibliothèque. Elle a déménagé au Larousse Dictionary. L'ouvrit. Et gelé. La photo avait disparu. À sa place se trouvait un morceau plié de parchemin. Juste une ligne écrite au crayon. Certains souvenirs appartiennent au feu. Mademoiselle Marple a fermé le livre lentement, son visage illisible. Quelqu'un avait été à l'intérieur de sa maison. Quelqu'un qui savait ce qu'elle avait découvert et le craignait. La photographie n'avait pas simplement disparu. Il avait été supprimé. Le message de remplacement n'était pas une menace en colère. Il faisait froid, regrettable. C'était personnel. Elle s'assit, lança ses doigts ensemble et attendait que la dernière lumière de la journée s'estompe. Celui qui avait pris la photo avait franchi une frontière, pas seulement de l'intimité, mais du temps. Et Mademoiselle Marple, bien que calme, ne laisserait pas cette frontière sans conteste. Le feu criait doucement dans la grille de Hillside Cottage ce soir-là, mais Mademoiselle Marple a à peine remarqué sa chaleur. Ses pensées se déplaçaient dans des cercles silencieux, lents mais stables, alors qu'elle était assise seule dans son salon en sachant que quelqu'un était entré dans sa maison et avait volé une photographie, qui aurait pu maintenir la clé d'une disparition vieille de plusieurs décennies. Et pourtant, le vrai message n'avait pas été le vol, mais la note laissée. Certains souvenirs appartiennent au feu. Une telle phrase pourrait signifier beaucoup de choses. La culpabilité, le chagrin, le regret ou un plaidoyer final pour enterrer le passé avant qu'il ne soit complètement déniché. Et cela, pensa Mademoiselle Marple, était le détail le plus révélateur de tous. Quelqu'un avait peur. Pas seulement de la découverte, mais du souvenir. Elle n'a pas appelé la police. Cela viendrait plus tard, si nécessaire. Pour l'instant, son esprit est revenu encore et encore aux initiales de la photo, et à Éléanore Dalrymple, qui était devenue de plus en plus évasive depuis la fête du jardin. L'écharpe, le parfum de lavande, le tremblement dans sa voix. Mais cela n'explique toujours pas pourquoi l'écharpe, et les gants et la dent, avaient été cachés dans ce coffre de thé spécifique. À moins que ce ne soit pas du tout censé avertissement. À moins que ce ne soit une confession. Le lendemain matin, Mademoiselle Marple a rendu visite à quelqu'un qu'elle n'avait pas vu depuis près d'un mois, Emmer. Ewan Brice, le charpentier du village et le bricoleur, qui a gardé un atelier juste au-delà du bord du Ver. Elle le trouva de ponçage dans un cadre de porte au soleil, des manches enroulées, de la sueur s'accrochant à ses bras. Matin, Mademoiselle Marple, a-t-il dit, se redressant tout de suite. Belle journée, malgré l'étrange humide. Que puis-je faire pour vous? Je me demandais, dit-elle avec gentillesse, si vous vous souvenez de la réparation ou de la modification du coffre de thé stocké dans la cave du presbytère. Peut-être il y a plusieurs années?
Brice se gratte le menton. Maintenant que vous le mentionnez, oui. Le vicaire m'a appelé après que l'une des charnières se soit détachée. Cela aurait été, 10 ans en arrière, seulement que le fond semblait plus récent que le reste. Remplacé peut-être. Quand je l'ai examiné, j'ai remarqué que le plancher à l'intérieur avait été soulevé à un moment donné et cloué. Un compartment cache. Reform Swan Usement. Cela commençait à avoir du sens maintenant. Pas seulement un endroit pour stocker des articles, mais pour les cacher. Non pas pour jeter, mais pour préserver, jusqu'à ce que le moment soit venu. Plus tard dans l'après-midi, une deuxième lettre est arrivée à Hillside Cottage. Il a été livré à la main, laissé sous sa porte dans une enveloppe crème nature. Pas d'adresse, pas de signature, pas de tampon. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier lourd. Tape. Vous en savez plus que vous ne devriez. Mais vous ne vous trompez pas. Ce qui a été trouvé dans la poitrine appartenait à Céleste. Un voleur qui laisse des notes, pensa T.L., est un voleur dans une tourmente. Celui qui l'avait fait n'était pas impitoyable, ils étaient désespérés. Ce soir-là, elle a assisté au rassemblement hebdomadaire de la Guilde des femmes, organisé cette fois dans la modeste salle à côté de la chapelle. Le thé a été servi dans des tasses dépareillées et les scones sont arrivés à divers degrés de sécheresse. La conversation a été inévitablement retournée au scandale, bien que maintenant teintée de fatigue et de spéculation. Madame Weatherby, serrant un sac à main tricotée, se pencha vers Mademoiselle Marple et chuchota. Ils disent que l'inspecteur se rétrécit sur cet homme tombé. Son appartement a été fouillé, vous savez. Mademoiselle Marple a siroté son thé. En effet, rien ne s'est avéré, disent-ils. Mais il a été assez pâle, même pour lui. Peut-être qu'il a caché quelque chose depuis le début. Ou peut-être, a déclaré Mademoiselle Marple doucement, il a peur de quelque chose que quelqu'un d'autre se cache. Après la réunion, alors que la foule se dispersait dans la soirée brumeuse, Miss Marple a pris un virage lent à travers le village avant de rentrer chez lui. Elle a dépassé l'école, fermée et sombre. La boulangerie, faiblement éclairée par la lueur des fours. Et puis, de façon tout à fait inattendue, elle se retrouva devant le cottage de Madame Éléanore Dalrymple. Les fenêtres étaient fermées. Aucune lumière n'y brillait. Mais quelque chose la fit s'arrêter. Elle était sur le point de se retourner lorsqu'elle l'entendit, un bruit discret, comme le claquement d'un volet qu'on ferme. Trop doux pour une porte. Trop précis pour être le vent. Miss Marple s'approcha. L'air était chargé de giroflées aux senteurs nocturnes et d'un léger murmure de lavande. Elle refusait de frapper. Ce n'était pas son genre. Mais elle reviendrait. De retour à Hillside Cottage, elle trouva une lettre qui l'attendait près du portail. La troisième d'une série. Celle-ci, manuscrite. Vous ne comprenez pas les dégâts que la vérité peut causer. Certaines blessures ne se referment pas. Laissez-la reposer, Miss Marple. Je vous en prie. Suppliant, maintenant. Le ton avait de nouveau changé, passant de l'avertissement à l'appel. L'auteur, quel qu'il soit, s'effondrait sous la pression. Miss Marple alluma son feu et ouvrit son journal. Elle commença à écrire, non pas des indices, mais des personnages. Les habitants de Farncombe Magna, chacun gravé dans une écriture nette et bouclée. Leurs histoires, leurs habitudes, leurs regrets. Elle entoura 3 noms, Éléanore Dalrymple, fière, raffinée, de plus en plus fragile. Connaissait Céleste Ardain. Peut-être plus qu'elle ne l'avait jamais admis. Edwin Fell, nerveux, loyal, probablement empreint de culpabilité. Lien flou, mais essentiel. Céleste Ardain, gouvernante. Disparue en route pour Paris. Une femme se souvenait non pas avec peur, mais avec douleur. Puis, dans un coin de la page, Miss Marple dessina une petite boîte. Un coffre à thé. Et à l'intérieur, 3 objets. Des gants, une écharpe, une dent. Elle n'écrivit rien d'autre que la dent. Cela viendrait plus tard. Mais ce qu'elle écrivit, souligné 2 fois, était ceci. Le coffre n'était pas un message pour le village.
C'était un message pour une personne. Et cette personne, Miss Marple le croyait désormais, attendait depuis des années qu'on l'ouvre. L'acte final avait commencé. Et dans les maisons silencieuses, derrière les rideaux des fenêtres, les acteurs s'avançaient déjà vers la phase finale. Le premier jour vraiment chaud de l'été arriva sans prévenir. Il se leva sur Farncombe Magna en 12 vagues dorées, réchauffant les toits d'ardoise et ouvrant les fenêtres restées closes depuis des semaines. Des enfants couraient pieds nus dans le chemin derrière la poste, et même le chat du pasteur sommeillait paresseusement sous le porche de l'église. Mais la chaleur n'apaisa pas la tension qui régnait désormais invisiblement dans le village. Elle la masqua simplement de soleil. En milieu de matinée, l'inspecteur Finch était revenu au village pour une nouvelle série d'interrogatoires, visiblement frustré par l'absence de progrès. Chaque jour qui passait, le contenu sinistre du coffre semblait prendre une signification plus profonde, pourtant aucun des canaux officiels n'avait révélé un nom, une empreinte digitale ou un mobile précis. Personne ne s'était manifesté. Personne n'avait même admis connaître Céleste Ardan. Et le coffre à thé, désormais enfermé dans le dépôt des preuves au commissariat du comté, restait silencieux. Miss Marple, quant à elle, avait poursuivi ses investigations discrètes avec le calme d'un jardinier désherbant un champ avant la première floraison. Elle avait déjà beaucoup découvert, mais le tableau final refusait toujours de se former. Des fils pendaient. Il manquait encore quelque chose, un lien humain, un ultime aveu, même voilé, qui permettrait au passé de se révéler pleinement. Cet après-midi-là, Miss Marple reçut un bref mot plié dans les pages de son exemplaire du voyage du pèlerin, emprunté et rendu par Edwin Fell le matin même. Le message était écrit de la même écriture nerveuse et penchée que précédemment. Je ne savais pas qu'elle disparaîtrait. Je n'avais jamais voulu que cela aille aussi loin. S'il vous plaît, je dois parler à quelqu'un. Pas de signature, mais le sous-entendu était clair. Edwin avait enfin atteint le point où le silence ne pouvait plus le protéger. Miss Marple ne perdit pas de temps. Elle se dirigea directement vers le vieux péage, où Edwin habitait dans son appartement à l'étage. Ses rideaux étaient tirés malgré le soleil, et l'étroit couloir sentait vaguement l'encre et le linge moisi. Il ouvrit la porte avant qu'elle puisse frapper, comme s'il l'attendait. « Je suis désolé, dit-il à voix basse. Je ne sais pas à qui d'autre le dire. Je l'ai porté si longtemps, trop longtemps. » Elle entra, calme et patiente. « Commencez par le début, Monsieur Fell. Doucement, si vous le pouvez. » Il désigna la chaise près de la fenêtre et s'assit en face d'elle, les mains jointes sur les genoux comme un écolier appelé à se faire réprimander. « J'ai rencontré Céleste très jeune, commença-t-il. Ma mère était gouvernante chez les Ardanes, dans le Devon. Céleste est venue travailler comme gouvernante auprès du plus jeune fils. J'avais 13 ans. Elle était remarquable. Douce. Intelligent. Elle m'a appris le français avant même que j'aie une vraie institutrice. » Miss Marple ne dit rien, se contentant d'acquiescer. « Elle était gentille, poursuivit-il. Trop gentille. Un soir, je l'ai trouvée en train de pleurer dans le verger derrière la maison. Elle n'a pas voulu dire pourquoi, mais j'ai appris plus tard que le maître de maison, le major Dalrymple, s'était trop intéressé à elle. Elle a été congédiée discrètement. Ma mère m'a dit de ne jamais en parler. Et vous? Demanda doucement Miss Marple. Beaucoup plus tard, dit Edwin. Des années plus tard, quand j'ai emménagé ici, j'ignorais que les Dalrymple s'étaient installés à Farncombe Magna jusqu'à ce que je la voie à l'église un dimanche. Madame Eleanor Dalrymple. Son visage était plus âgé, plus mince, mais reconnaissable entre tous. Elle m'avait vu aussi, et savait que je me souvenais. Qu'a-t-elle dit? Rien. C'était ça qui était effrayant. Elle ne l'a jamais reconnu. Elle ne m'a jamais abordé. Mais un jour, il y a quelques années, elle m'a envoyé un livre, Les fleurs du mal de Baudelaire. À l'intérieur, il y avait un mot. On enterre tout ce qu'on ne peut pardonner. Je ne l'ai pas compris sur le moment. Pas complètement. Et Céleste, elle m'a écrit une fois. Une lettre de Paris. Elle disait qu'elle était en sécurité, qu'elle travaillait comme enseignante. Mais ensuite, les lettres ont cessé.
J'ai craint qu'il ne se soit passé quelque chose. J'ai craint qu'Eleanor ne l'ait suivi. Miss Marple se pencha légèrement en avant. Elle l'a fait? Je ne sais pas. Mais il y a 2 ans, j'ai reçu un colis. Sans adresse de retour. À l'intérieur, il y avait l'écharpe, les gants, la dent. Le tout enveloppé dans un mot que je n'ai jamais pu me résoudre à relire plus d'une fois. Il disait seulement ceci: elle n'a pas pardonné. Moi non plus. La voix d'Edwin se brisa. Il baissa les yeux vers ses mains. Je ne savais pas quoi faire. J'ai paniqué. J'ai caché le colis dans le coffre à thé du vicaire lors d'une soirée caritative. Je me suis dit que s'il était retrouvé, la vérité éclaterait peut-être sans que j'aie à la prononcer. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit ouvert à ce moment-là. Je ne voulais pas qu'il suscite la peur. Je voulais juste que quelqu'un pose les bonnes questions. Miss Marple resta silencieuse un instant, laissant les mots se poser. Vous vous êtes accroché à une culpabilité qui n'a jamais été la vôtre, dit-elle enfin. Tu as été témoin de cruauté. Oui. Mais tu étais un enfant. Tu l'aimais à ta façon. C'est clair. Edwin hocha la tête, les larmes aux yeux. Elle ne s'est pas enfuie, dit-il. Je le sais maintenant. Quelqu'un l'a fait disparaître. Et je crois qu'Eleanor en sait plus qu'elle ne l'a jamais admis. Miss Marple se leva et posa une main douce sur son épaule. Tu as fait ce que tu pouvais. Laisse-moi m'en occuper. Dehors, le soleil avait légèrement disparu derrière un banc de nuages. Une brise agitait les feuilles. Miss Marple retourna au cœur du village, déterminée. Elle comprenait maintenant pourquoi le coffre à thé avait été scellé non seulement avec des objets, mais avec une intention précise. Il ne s'agissait pas seulement de révéler un décès. Il s'agissait de ressusciter une histoire que quelqu'un s'était efforcé désespérément d'enterrer. Ce soir-là, alors que les dernières lueurs du jour disparaissaient, Miss Marple prépara une enveloppe. À l'intérieur, elle plaça une copie de la photographie de Céleste Ardan. Flora Brampton en avait judicieusement fait des doubles, et un mot de sa propre main. Nous enterrons la vérité au prix fort, Madame Dalrymple. Et le prix a été payé. Il est peut-être temps pour vous de parler enfin. Elle s'adressa simplement à elle. Madame Eleanor Dalrymple, Roseview Cottage, Warren-Hill. Puis, sans cérémonie, elle enfila son manteau et s'avança dans le crépuscule déclinant, se dirigeant vers la confrontation finale qui l'attendait depuis longtemps, juste hors de portée des sourires polis et des parfums de lavande de Farncombe Mania. Roseview Cottage était isolé près de la crête de Warren-Hill, partiellement voilé par un enchevêtrement de rosiers grimpants et 2 ifs centenaires, devenus noueux avec le temps. L'allée du jardin était soignée, quoique envahie par la végétation, et les rideaux restaient tirés malgré l'heure, enveloppant la maison d'une curieuse pénombre qui lui était propre. Miss Marple gravit la colline juste après le dîner. La fraîcheur de l'air, désormais présente, emportait avec elle le parfum de l'herbe coupée et une odeur plus douce du chèvrefeuille, peut-être, ou les dernières fleurs des rosiers tardifs. Dans sa main gantée, elle tenait la lettre et la photo qu'elle avait préparée, scellées dans une enveloppe de papier crème épais. Elle n'avait aucun doute qu'Eleanor Dalrymple les avait déjà lues. La femme qui ouvrit la porte ne parut pas surprise de la voir. Elle se tenait immobile dans l'embrasure, silhouette se détachant sur la pénombre, l'expression indéchiffrable. Les perles de son cou reflétaient la lumière du ciel déclinant. Ses cheveux, toujours parfaitement coiffés, encadraient un visage plus fatigué que vieilli, comme un parchemin autrefois ferme, mais aminci par le temps et la pression. « Miss Marple, dit-elle d'une voix à peine voilée, vous êtes tenace. »« J'essaie d'être minutieuse, » répondit doucement Miss Marple. « Puis-je entrer ?» Eleanor s'écarta sans un mot. Le salon régnait le calme d'un lieu rarement dérangé. Les meubles étaient disposés de façon symétrique plutôt que confortable. Un léger parfum élégant flottait, de l'eau de lavande et un parfum poudré et ancien. Une photo encadrée du regretté Major Dalrymple trônait sur la cheminée, flanquée de 2 bougies. Des livres étaient alignés au mur, en rangs ordonnés, principalement de la poésie et des ouvrages français.
Miss Marple attendit qu'Eleanor ait pris place près du feu avant de s'installer face à elle. « Vous avez reçu la lettre ?» demanda-t-elle. Eleanor hocha la tête. « Oui. J'espérais que vous accepteriez de parler. » Le silence qui suivit fut long, mais non vide. Eleanor resta assise, immobile, les mains jointes sur ses genoux, les yeux baissés. « Je me suis tue plus longtemps que vous ne pouvez l'imaginer, » dit-elle finalement. « Et j'avais décidé de ne plus jamais en parler. Mais les choses ne restent pas enfouies, n'est-ce pas? » « Non, » dit Miss Marple. « Ils ne le font pas. Surtout pas quand ils n'étaient pas censés être enterrés. » Eleanor serra las dents. Elle se leva et se dirigea vers la cheminée, ajustant une photo qui n'en avait pas besoin. « Mon mari, » dit-elle. Richard, un homme décoré, charmant, intelligent et infidèle. Céleste n'était ni la première, ni la dernière. Mais elle était différente. Elle était gentille. Elle se souciait de l'enfant et de moi. Aussi stupide que cela puisse paraître, je crois que je me souciais d'elle aussi. Elle se retourna, le regard non provocateur, mais vitreux de souvenirs. Je savais ce qu'il lui avait fait. Elle me l'a dit, doucement, sans colère, sans larmes. Juste la vérité, sans détour. Et pourtant, elle m'a supplié de ne pas faire d'histoire. Elle a dit qu'elle partirait. Elle disparaîtrait, s'il le fallait pour nous protéger toutes les deux. Miss Marple écoutait, immobile. J'ai essayé de l'arrêter. Je suis allé au poste ce matin-là. Je lui ai donné mon écharpe. Elle avait froid. Je lui ai dit de m'écrire. Elle m'a promis de le faire. Et puis elle est partie. Eleanor s'assit lentement, sa posture s'effritant légèrement. Nous n'avons plus jamais eu de ses nouvelles. J'ai raconté à la police le peu que j'ai pu, que je l'avais accompagnée, qu'elle était bouleversée. Mais je n'ai pas dit pourquoi. Parce que ça ruinerait votre mari, dit doucement Miss Marple. Oui, murmura Eleanor. Et parce que j'avais peur. Pas de Richard. Mais de ce que cela dirait de moi, une femme qui n'avait rien fait, qui avait assisté à la scène, qui avait dit au revoir au lieu de dire stop. Elle pressa ses mains sur ses tempes. J'ai reçu une lettre de Céleste, des mois plus tard. Cachete de Paris. Elle disait qu'elle travaillait, qu'elle me pardonnait. Mais je pense qu'elle l'a écrite pour me tirer d'affaire. Je ne crois pas qu'elle ait jamais été libre. Miss Marple resta silencieuse un instant. Et le colis? Demanda-t-elle. L'écharpe, les gants, la dent. Eleanor leva brusquement les yeux. On me l'a laissé. Vous? Elle hocha la tête. Il y a 2 ans. Pas d'adresse de retour. Je l'ai ouverte et j'ai failli m'évanouir. Au début, j'ai cru à une menace. Puis j'ai compris, c'était une boîte à souvenirs. Quelque chose de sacré. Les gants étaient à elle, je me souviens de ses mains. L'écharpe était celle que je lui avais donnée. Et là dont je crois qu'on la lui a prise à sa mort. Celui qui l'a envoyé le savait. À votre avis, qui l'a envoyé? Demanda Dowsement, Miss Marple. Eleanor hésita. Au début, j'ai cru que c'était Richard, qu'il avait fait quelque chose de bien pire que ce que je craignais. Mais il est mort avant l'arrivée du colis. Puis je me suis demandé, peut-être était-ce quelqu'un d'autre qu'il avait aimé. Quelqu'un qui connaissait la vérité depuis le début. Edwin Fell, peut-être. Miss Marple esquissa un léger sourire. Edwin ne préservait que ce que quelqu'un d'autre avait enterré. Il craignait ce que vous craignez, le silence. Eleanor expira lentement, se repliant sur elle-même. Je ne savais pas comment vivre avec ça. J'ai caché le colis, mais je n'ai pas pu me résoudre à le détruire. Je l'ai placé dans le coffre à thé lors d'une des collectes de bric-à-brac du vicaire. Je pensais qu'il serait oublié, ou trouvé par quelqu'un qui comprendrait. Il a été trouvé, dit Miss Marple, et mal compris. Comme c'est souvent le cas. Le silence revint, plus doux. Que voulez-vous que je fasse? Demanda Eleanor. Dire la vérité, dit Miss Marple. Ne serait-ce qu'une fois. Ne serait-ce qu'à l'inspecteur. Que le procès-verbal révèle qui était Céleste. Et qui l'a trahi. Eleanor hocha lentement la tête. Et s'il me demande pourquoi j'ai attendu si longtemps? Dites-leur ce que vous m'avez dit, dit Miss Marple. Cette peur fait de nous tous des lâches.
Et ce regret n'est pas justice, mais c'est le début de la paix. Dehors, les étoiles commençaient à apparaître faiblement derrière le ciel bordé de haies. Miss Marple se leva, prit brièvement la main d'Eleanor dans la sienne et redescendit au Renessil, le cœur plus lourd qu'elle ne voulait l'admettre. Tous les crimes ne se commettent pas avec des armes. Certains se commettent en silence, avec complicité, en détournant les yeux. Mais parfois, la vérité peut encore éclater trop tard pour sauver, peut-être, mais pas trop tard pour honorer. Et à Farncombe Magna, pour la première fois depuis 30 ans, le nom de Céleste Ardan fut à nouveau prononcé à voix haute. Non pas comme un mystère, mais en tant que femme lésée, dont on se souvenait, et enfin vue. Le lendemain de la visite discrète de Miss Marple à Roseview Cottage, l'ambiance à Farncombe Magna semblait différente. Moins celle d'un village noyé dans les ragots et les soupçons, mais plutôt celle d'un village qui retient son souffle. Malgré le soleil éclatant et les voix des enfants qui résonnaient près de la cour d'école, un fil invisible s'était dénoué. La tension ne s'était pas dissipée, mais elle s'était déplacée, redirigée vers le seul homme du village habilité à la relier. L'inspecteur Finch arriva au presbytère dans un costume légèrement froissé, une épaisse liasse de billets sous le bras et l'odeur de Londres encore légèrement présente sur son manteau. Il était devenu plus bourru à chaque visite à Farncombe Magna. Patient de formation, Finch était désormais las du silence, las des haussements d'épaules polis et las de l'air troublant et féminin de demi-vérité qui planait sur toutes les conversations du village. Mais il n'était pas idiot. Lorsqu'il reçut le message de Miss Marple ce matin-là, délivré de sa main précise et penchée, demandant un rendez-vous à Roseview Cottage concernant l'affaire du coffre à thé et le souvenir qu'il était censé préserver, il en prit note. Miss Marple ne convoqua pas. Elle observa, et lorsqu'elle le demanda, ce fut avec intention. Il arriva à midi pile. Eleanor Dalrymple le reçut avec la même élégance soignée qu'elle avait toujours conservée, même si quelque chose dans son maintien s'était adouci. Il y avait moins de rigidité dans sa posture, moins de calcul dans son regard. Elle paraissait plus âgée, certes, mais plus libre, comme seuls ceux qui ne sont pas accablés par la clandestinité peuvent l'être. Finch, après quelques brèves civilités, se vit offrir du thé, qu'il déclina. Eleanor lui fit signe de s'asseoir, puis, sans attendre, commença. Son récit était calme, sans fioriture, et prononcé sur un ton qui ne cherchait pas la pitié. Elle lui parla du travail de Céleste dans le Devon, des attentions non désirées du major, de son propre silence honteux. Et enfin, le jour où Céleste est partie, emportant l'écharpe, les gants et ce qui lui restait de confiance. Finch prit des notes, mais sans s'attarder. Ses yeux restèrent fixés sur son visage. Et après ça? Demanda-t-il doucement. Eleanor hésita un instant. J'ai reçu une lettre d'elle, comme je l'ai dit à Miss Marple. Je ne sais pas si elle était vraiment envoyée de Paris ou si quelqu'un d'autre l'avait postée. Mais je ne l'ai jamais revue. Et j'ai craint, bien avant de l'admettre à voix haute, qu'elle n'arrive jamais à destination. Vous n'avez jamais contacté la police du Devon pour rouvrir l'enquête. Je n'en avais pas la force, ni le courage. J'étais marié à un homme que d'autres respectaient, voire idolâtraient. Que dirais-je? Que je savais, que j'avais vu ce qui se passait, que je lui avais tendu une écharpe et lui avais dit d'être courageuse. Sa voix se brisa alors. Pas dramatiquement, mais doucement, comme la fêlure dans une tasse de porcelaine que personne ne voit avant la première goutte de thé. Finch tapota son carnet avec sa plume. Et le colis? Le contenu du coffre à thé? Je l'ai reçu anonymement. Répondit-elle. Il y a 2 ans. Ni nom, ni adresse. Mais j'ai tout de suite su ce que c'était. C'était à Céleste. Ses gants, son écharpe, et quelque chose de terrible, une dent. Je crois qu'elle lui appartenait. Et je crois que quelqu'un l'a envoyée pour me rappeler qu'elle n'avait pas simplement disparu. Que quelqu'un s'en souvenait. Peut-être pour me punir. Ou peut-être pour me faire agir. Et vous l'avez mis dans le coffre à thé? Demanda-t-il. Elle hocha la tête. Oui, lors d'une des collectes de dons du presbytère.
Je pensais qu'on le retrouverait peut-être et que la vérité commencerait à éclater. Je n'arrivais pas à parler. Mais je pensais que quelqu'un d'autre, peut-être. L'inspecteur Finch se renfonça dans son fauteuil et expira par le nez. Ce n'était pas un aveu de crime, pas au sens juridique du terme. Mais c'était quelque chose d'aussi précieux, la libération du silence. Vous comprenez, dit-il lentement, qu'il n'y aura peut-être jamais de résolution officielle concernant la disparition de Céleste Ardan. Trop de temps s'est écoulé. Pas d'accord. Aucune observation confirmée après son départ du devant. Mais ce que vous avez partagé est une forme de vérité. Cela ne satisfera peut-être pas un tribunal, mais cela aidera le dossier à identifier les vrais noms. Et cela nous aidera à savoir où arrêter nos recherches. Les mains d'Eleanor tremblaient légèrement sur ses genoux, mais sa voix restait ferme. Je ne demande pas à être pardonné. Je veux juste que son nom soit rétabli. Finch se leva et ferma son carnet. Je pense que Miss Marple dirait que c'est déjà le cas. Il s'arrêta à la porte. Une dernière question, si vous me le permettez. La photo. Celle de Céleste. Elle a été prise chez Miss Marple. Savez-vous quelque chose à ce sujet? Un instant passa. Eleanor soutint son regard et secoua la tête. Je ne l'ai pas pris. Mais je sais qui l'a fait. Et je crois qu'ils ont fait la paix maintenant, à leur manière. Finch n'insista pas davantage. Il hocha légèrement la tête, et sur ce, il quitta Roseview Cottage, ses pas précis sur le chemin d'aller. De retour à Hillside Cottage, Miss Marple était assise dans son jardin, un châle léger sur les épaules, écossant des petits pois dans un bol avec une précision rythmique. À son arrivée, Finch l'accueillit avec un sourire, une deuxième chaise l'attendant déjà. Il s'assit, la regarda avec la lassitude ironique d'un homme qui a fini par croire ce qu'il ne peut expliquer, et dit « Vous aviez raison. Elle m'a tout dit. » Miss Marple hocha la tête sans fierté. Certaines personnes n'ont pas besoin d'être poussées, juste d'une permission. Il plia son carnet et le glissa dans son manteau. Et maintenant, le rapport indiquera non résolu, bien sûr. Mais l'inspecteur du devant recevra un dossier complet. Je demanderai qu'il mette à jour le fichier des personnes disparues avec une note sur un possible acte criminel. C'est tout ce qu'on peut faire, répondit-elle doucement. Finch l'observa un instant de plus. E.T. Edwin Fell. Il a été suffisamment puni par la mémoire, dit mademoiselle Marple. Et la culpabilité, réelle ou imaginaire, est souvent sa propre condamnation. Finch hocha la tête. Et le coffre à thé? Lee Marple Surrey. Ah, j'imagine qu'il sera rendu au presbytère, débarrassé de son histoire et rempli à nouveau de chaussettes tricotées et de vêtements de seconde main. C'est la coutume anglaise, non? L'inspecteur rit. Ils restèrent assis en silence un moment, les pois cliquetant doucement dans le bol en céramique, la lumière estivale adoucissant le jardin. Puis, tandis que la première hirondelle perçait le ciel, Finch se leva. Vous avez rendu un grand service à votre village, Miss Marple. Elle secoua la tête. Non, inspecteur. J'ai seulement observé. Ce sont les gens eux-mêmes qui ont raconté l'histoire. Il souleva son chapeau et partit, la ruelle déjà illuminée par le soleil qui approchait. Miss Marple, retournant à ses petits pois, pensa tranquillement à Céleste Ardan, à la femme qu'elle n'avait jamais rencontrée, au secret qu'elle avait porté, et à l'étrange miséricorde de la vérité, enfin arrivée, même si des décennies plus tard, même portée par la culpabilité et la peur. Car finalement, ce n'était pas justice que le village avait obtenue, mais la clarté. Et parfois, cela suffisait. 3 jours après les aveux discrets d'Eleanor Dalrymple et la dernière visite de l'inspecteur Finch à Hillside Cottage, Farncombe Mania commença, à sa manière tranquille, à revenir à la normale. Non pas par l'oubli insouciant, mais avec la résilience d'un village depuis longtemps habitué à ce que l'histoire pose sa main douce et complexe sur la vie de ses habitants. À la boulangerie, les pains frais étaient à nouveau le principal sujet de conversation. À la poste, Madame Broom avait cessé de chuchoter et s'était remise à trier rapidement télégrammes et cartes de rationnement.
Même les enfants avaient repris leur jeu près du pré sans jeter un coup d'œil vers le presbytère. Le mystère du coffre planait encore faiblement, mais comme une histoire, sinon résolue, du moins racontée. À Hillside Cottage, le jardin de Miss Marple fleurissait en étage. Les delphiniums commençaient à s'imposer dans la bordure du fond, et le parfum des proies de senteur montait en bouffées chaudes vers la fenêtre de la cuisine. Elle était assise sous la tonnelle ce matin-là, une petite pile de correspondance à côté de sa tasse de thé, des mots de remerciement du comité paroissial, une circulaire de la bibliothèque du village et une dernière enveloppe en papier craft ordinaire sans adresse de retour. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une simple feuille, écrite à la main d'une écriture soignée mais inhabituelle. Elle vous aurait apprécié, Miss Marple. Vous voyez les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils présentent. Vous voyez la douleur là où d'autres voient le silence. Je n'ai jamais voulu effrayer qui que ce soit. Je voulais seulement me souvenir d'elle et poser la question que personne n'osait. Pourquoi personne ne l'a-t-il arrêtée? Il n'y avait pas de nom. Mais Miss Marple savait, avec une certitude tranquille, que la lettre venait de quelqu'un qui avait aimé Céleste Ardan autrefois, peut-être de loin, peut-être en secret. Une amie, une protectrice, un témoin trop effrayé pour parler sur le moment. Mais plus maintenant. Elle plia la lettre et la glissa dans un tiroir dont la poignée en laiton était polie par des années d'utilisation silencieuse. Plus tard dans la journée, elle entra dans le village. Le soleil était de nouveau doux et pâle, et l'air portait un léger soupçon de pluie. Ses pas ne la menèrent ni au presbytère, ni à la poste, mais au bout de Church Lane, où la maisonnette de Laetitia Summerfield, recouverte de lierre, se dressait dans son habituelle solitude prudente. Miss Laetitia avait été remarquablement absente des derniers rassemblements du village. On ne l'avait pas revue depuis la garden party, pas même à l'office. Certains disaient que c'était pour sa santé. D'autres murmuraient qu'elle évitait la conversation, refusant de répondre aux questions. Miss Marple, cependant, avait ses raisons pour venir. Le portail grinça lorsqu'elle l'ouvrit, et l'étroit sentier serpenta à travers une profusion d'arbustes non taillés. Elle frappa une fois à la porte peinte en vert. Elle s'ouvrit lentement, révélant le visage pâle et légèrement surpris de Miss Summerfield. « Miss Marple, dit-elle d'une voix à la fois surprise et lasse. Je n'attendais personne. Pardonnez-moi cette intrusion, dit chaleureusement Miss Marple. Mais j'ai apporté quelque chose qui pourrait vous intéresser. Un livre que vous m'avez prêté il y a longtemps, je crois. Elle brandit un petit recueil de poésie française, relié en toile, du Baudelaire, encore. Pas l'exemplaire qu'Edwin Fell avait reçu. C'était une édition différente, plus ancienne, légèrement usée au coin. Laetitia cligna des yeux. « Oh, je ne savais pas que vous l'aviez. »« Moi non plus. » Dites doucement Miss Marple. Mais il est réapparu au fond de ma bibliothèque. Et je me suis souvenu de quelque chose. Vous avez été la première à me parler de Céleste Ardan, en passant. Je crois que vous l'avez qualifiée de charpeuse et élégante, ce qui m'a frappé, car peu de gens au village utilisaient ces mots sans avoir rencontré la femme en personne. Miss Summerfield hésita. Elle ouvrit la porte en grand et fit signe à l'intérieur. Ils étaient assis dans un petit salon haut de plafond, imprégné d'une légère odeur de palissandre et de naphtaline. Les rideaux étaient tirés, mais pas trop serrés, et les meubles donnaient l'impression d'une maison autrefois aimée, maintenue dans un état de stase prudent. Laetitia joignit les mains sur ses genoux. Je l'ai rencontrée, il y a longtemps, avant qu'elle ne disparaisse. Puis-je vous demander à quel titre? Demanda Miss Marple, d'un ton aussi délicat que la tasse en porcelaine devant elle. J'étais amie avec Eleanor Dalrymple. À l'école, des années avant que nous nous marions ou que nous ne nous marions pas, dans mon cas. Nous sommes restés en contact. Je lui ai rendu visite une fois à la maison du Devon. Céleste était là à ce moment-là. Elle était saisissante, pas par sa beauté, même si elle était jolie, mais par son immobilité. On avait l'impression qu'elle voyait tout. Elle ne souriait que par intention. Je l'enviais. Et après sa disparition, Laetitia baissa les yeux vers ses mains.
Eleanor m'a écrit paniquée. Elle n'a pas tout dit, mais elle a laissé des allusions. Elle a dit qu'elle avait laissé tomber quelqu'un, qu'il s'était passé quelque chose qu'elle ne pouvait pas réparer. Je ne l'ai jamais poussée plus loin. Mais j'ai senti que la disparition de Céleste n'était pas un accident. En as-tu déjà parlé à Edwin Fell? Non, répondit vivement Laetitia. Mais je l'ai vu s'arrêter devant le monument aux morts. Et une fois, il a laissé un seul lys sur le perron de l'église. Aucun mot. Just la fleur. Je me doutais que c'était pour elle. Miss Marple hocha la tête d'un air solennel. Les gens font des choses étranges quand le souvenir devient trop lourd à porter seul, dit-elle. Parfois, ils écrivent des lettres. Parfois, ils enfouissent des vérités dans des coffres. Et parfois, ils laissent une fleur là où personne d'autre ne la verra. Les yeux de Laetitia brillèrent de larmes soudaines. Je voulais faire quelque chose. Mais j'étais institutrice dans une ville où le silence gardait son poste. Je pensais qu'Eleanor trouverait un moyen d'arranger les choses. Je pensais qu'elle était plus forte que moi. Elle a fini par être assez forte, dit Miss Marple. Mais cela lui a coûté cher. Laetitia s'essuya les yeux avec un mouchoir en lin repassé. « Est-ce que ça paraîtra dans les journaux ?» demanda-t-elle au bout d'un moment. « Non, répondit Miss Marple. Pas officiellement. L'affaire restera non résolue, mais l'histoire finira par être connue, comme toujours. » Miss Summerfield Parrot Syllogy. Alors peut-être pourrons-nous nous souvenir d'elle en silence. Miss Marple se leva et posa le livre sur la petite table à côté de sa tasse de thé. On se souvient déjà d'elle, dit-elle. En reculant dans la lumière de fin d'après-midi, elle sentit une douce brise souffler sur le chemin, emportant avec elle le parfum de la menthe et de la fumée lointaine. Dans un village comme Farncombe Magna, la vérité s'accompagnait rarement de scandales. Elle arrivait par fragments, par des noms murmurés, par des cœurs brisés scellés derrière des biens rangés. Mais maintenant, pensa Miss Marple, la boucle était enfin bouclée. Et Céleste Ardan, où qu'elle fût, n'avait pas été oubliée. On l'avait vue, on l'avait entendue, et comme seules les histoires les plus discrètes le permettent, on l'avait pleurée, non pas par les gros titres, mais par le souvenir. Et cela, pensa Miss Marple, était peut-être la plus pure justice qui soit. Les dernières semaines de l'été à Farncombe Magna se passèrent dans un calme presque empreint de recueillement. Les fleurs du jardin commencèrent à pâlir, s'inclinant sous leur propre poids comme si elles s'inclinaient devant le changement de saison. Les mûres mûrissaient le long des haies. Les hirondelles filaient au-dessus de la verdure du village en décrivant des arcs rapides et majestueux. La lumière devint plus intense, plus dorée, comme si septembre avait décidé d'arriver tôt et de s'annoncer doucement. Au village, le coffre à thé avait été rendu au presbytère sans cérémonie. Il était désormais nettoyé, vidé de ses souvenirs sinistres, grâce aux soins de Madame Pottle, rempli de mitaines tricotées et de chaussettes en laine pour la collecte de dons hivernales. Personne ne parlait à voix haute de son contenu passé. Même les enfants n'osaient plaisanter sur les gants ensanglantés ou l'Adam qui avait jadis GIS sous l'écharpe. Cette histoire avait pris une autre tournure, plus calme, enveloppée du silence respectueux habituellement réservé aux vieilles lettres et aux pierres tombales. Miss Marple était rare dans la rue principale à cette époque. Elle avait repris son rythme habituel de douce routine, promenade matinale, lecture au jardin, quelques visites tranquilles à Flora Brampton ou à Madame Weatherby. Ces journées n'étaient pas pressées, mais elles n'étaient pas non plus oisives. Chaque après-midi, elle écrivait dans son journal, une habitude établie de longue date et rarement évoquée. Et dans ces pages, elle a enregistré non seulement ce qui s'était passé, mais comment cela s'était produit. Les regards non échangés, les noms non parlés, les vérités offertes par des mains tremblantes. Elle a tout écrit, pas pour la police, ni pour la publication, mais simplement cela existerait quelque part. Une archive privée de fragilité humaine, de cruauté et de réédition. Et de. En occasion, le premier jeudi de septembre, elle a reçu un visiteur. C'était Edwin et tombé. Il est arrivé à pied, comme il a toujours fait, et s'est arrêté à sa porte pendant plusieurs instants avant d'entrer.
Mademoiselle Marple l'a vue depuis la fenêtre du salon, où elle avait coupé un ourlet frais dans un rideau en mousseline. Elle l'a rencontré à la porte avec son calme habituel. « Monsieur Fell, a-t-elle dit, comme tu t'appelles très gentil. » Il tenait son chapeau dans ses mains, son visage pâle mais composé. « J'espère que je ne suis pas à l'idée que je ne m'intrude. Aimeriez-vous entrer? La bouilloire est juste bouillie. » Il hocha la tête avec gratitude et la suivit dans le salon, où l'odeur de bergamote s'attarda légèrement dans les airs. Elle a versé le thé et a ajouté une tranche de gâteau de graines à sa soucoupe, et ensemble, ils se sont assis en silence pendant quelques minutes, écoutant le coche doux de l'horloge du manteau. « C'est étrange, » a déclaré enfin Edwin, « comment quelque chose peut vous asseoir dans votre esprit pendant des années, des décennies, et pourtant encore aussi net que le jour où il a commencé. La culpabilité est comme ça, je suppose. » Mademoiselle Marple a fait un petit signe de tête. « Oui. Mais ça change aussi. Devient autre chose. Moins une blessure, plus un poids. » Il baissa les yeux dans sa tasse. « Je n'ai jamais été assez courageux pour parler. Pas vraiment. J'espérais que quelqu'un d'autre le ferait. Je ne savais pas que tu serais celui-là. » « Je ne l'étais pas, » dit doucement Mademoiselle Marple. C'est Céleste qui a commencé à parler. Même en silence. C'est sa mémoire qui a remué les autres. « C'était la personne la plus gentille que j'ai jamais connue, » a déclaré Edwin, sa voix craquant légèrement. « Elle m'a appris à lire au-delà des mots. Elle m'a appris à voir comment les gens signifient ce qu'ils ne disent pas. C'est ce qui a effrayé ma mère à son sujet, je pense. Elle était trop attentive. » Mademoiselle Marple lui a offert un doux sourire. Un très rare, et souvent dangereux dans la mauvaise compagnie. Il hocha la tête. « Je souhaite seulement que j'aurais pu la protéger. Ou raconter à quelqu'un plus tôt. Mais je n'étais qu'un garçon. Même les hommes adultes sont souvent des lâches, Monsieur Fell. Vous n'êtes qu'un enfant, mais vous vous souvenez, et vous l'avez honoré à votre manière. » Il hésita, puis atteignit la poche de son manteau. De là, il a produit une petite enveloppe jaunie d'âge. « J'ai trouvé cela après votre visite, parmi les affaires de ma mère. C'est l'écriture de Céleste. » Mademoiselle Marple l'a pris avec prudence et a ouvert le volet. À l'intérieur se trouvait une note pliée. « Court, elegant », écrit en français. « Vous avez toujours été gentil. Ne laissez pas leur cruauté vous rendre silencieux. Laissez la vérité grandir. Avec le temps, il fleurira. C'est elle l'a remis. Elle vous a pardonné avant de vous le demander. » Edwin tenait la note avec des mains tremblantes, clignotant rapidement derrière ses lunettes. « Les gens sauront-ils jamais ?» demanda-t-il tranquillement. « Qui était-elle? » « Pas tous, » a déclaré Mademoiselle Marple. « Mais assez. Et certains d'entre nous se souviendront à juste titre. C'est peut-être le meilleur que nous puissions offrir. » Il s'est levé, l'a remercié à nouveau et a pris son congé avec un petit signe de tête reconnaissant. Le ciel à l'extérieur avait commencé à changer, jetant le jardin dans de longues ombres inclinées. Mademoiselle Marple est restée sur sa chaise un instant plus longtemps, regardant la façon dont la lumière attrapa la courbe de la théière et le bord de la cuillère. Plus tard dans la semaine, une cérémonie tranquille a eu lieu dans le cimetière, une simple plantation d'un lys, non accompagnée par les écritures ou la chanson. Il n'a pas été annoncé ni assisté par plus de 3 personnes. Mademoiselle Marple, Flora Brampton et Laetitia Summerfield se tenaient tranquillement alors que la petite fleur blanche était placée dans le sol sous l'if. Pas de pierre tombale, juste un nom sur un ruban. Céleste Ardane et en dessous, cousu dans un fil blanc. Parti, mais pas invisible. Ils n'ont rien dit alors qu'ils se tenaient là. Certains silences, Miss Marple savait, n'étaient pas creux. Ils étaient pleins. Le vent se déplaça doucement à travers les branches au-dessus d'eux, comme en reconnaissance. Les cloches de Saint-Marquès ont commencé à créer l'heure, et le village a continué, un peu de réconciliation privée se déroulant sous l'arbre. Ce soir-là, alors que Mademoiselle Marple était assise avec son tricot et écoutait les hirondelles une dernière fois avant le crépuscule, elle a pensé à toutes les histoires que le monde ne raconterait jamais complètement.
Toutes les femmes qui avaient disparu des voitures, des cuisines et des salles de classe. Tous les noms ont balayé les escaliers ou niché dans de vieux troncs dans les coins greniers. Mais de temps en temps, l'un d'eux se lève à nouveau, pas de hanter, mais de rappeler. Céleste n'avait pas demandé la justice. Elle avait seulement demandé à se souvenir. Et grâce à un foulard, un gant, une dent et un coffre pas tout à fait vide, elle l'avait finalement été. Mademoiselle Marple a atteint sa tasse de thé, sirota tranquillement et laissa la nuit se rassembler autour d'elle comme un châle, soft, silencieuse et pleine de mémoire.